Les thérapies modernes ont à la fois des bienfaits et des limites. Elles peuvent être utiles pour les personnes qui se cherchent et cherchent à se découvrir elles-mêmes. Ces thérapies permettent de faire émerger des éléments de sentiment, d'émotion ou de mémoire nécessaires à la personne. Cependant, leur efficacité est limitée, car elles se focalisent souvent sur la mémoire et le passé, ce qui va à l'encontre du développement de la conscience qui cherche à se libérer de la mémoire. Les thérapies ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen temporaire pour se rendre compte de son manque de connaissance de soi. Les personnes qui évoluent spirituellement n'ont généralement pas besoin de thérapie, car elles ont déjà la connaissance des lois occultes de la conscience qui nient l'importance de la mémoire. Les thérapies sont donc liées à des prises de conscience qui sont connectées à une certaine vérité, mais la vérité en elle-même n'existe pas dans la vie terrestre, qui est fondée sur le mensonge cosmique et le contrôle de l'information provenant des plans supérieurs. Le texte souligne que l'homme, en tant qu'être pensant, ne possède pas de communication télépathique avec le plan mental. S'il en avait une, il pourrait avoir une connaissance étendue de nombreux aspects de son existence. Cependant, l'homme est limité dans sa compréhension du monde et est constamment en quête de vérité. Les plans de conscience, tels que le plan astral ou mental, retiennent l'homme dans sa recherche de vérité, car ils savent que la vérité est une déformation psychologique de la réalité. Les thérapies sont une tentative pour trouver cette vérité, mais elles sont limitées par la dysfonctionnalité de la conscience de l'ego humain. Si l'homme était en contact avec le plan mental, cela détruirait les thérapies, car il serait obligé de se détacher de la mémoire de sa race et de renoncer à sa recherche d'unité. L'homme a toujours recherché l'unité, mais cette quête implique l'abolition de son droit à la parole. Les idéologies et croyances ne résistent pas autant car l'esprit humain est en constante évolution et de plus en plus éveillé à son esprit. Alors que la conscience mentale permet à l'homme de voir la lumière de sa conscience, les idéologies ne peuvent plus résister à cette lumière. L'homme est en mesure d'entrer en contact avec une source de conscience qui le libère de la pensée et de la recherche de la vérité. Cependant, cela dépend de son niveau de conscience et de sa capacité à supporter le vide. L'ego ne peut pas négocier cette conscience, ce qui rend l'évolution de la conscience humaine révolutionnaire. Les thérapies psychologiques sont une substitution des religions, mais elles restent relatives et servent souvent à donner l'impression d'être en voie de développement vers une vérité. Cependant, la vérité elle-même peut éclater et changer dans le contact entre l'homme et d'autres individus conscients, non liés à la corporalité. Ce texte aborde le sujet de la régression de vies antérieures. L'auteur explique qu'il n'est pas possible d'avoir une preuve objective de nos vies passées, car cela nécessiterait d'avoir accès aux archives sur le plan éthérique. Le plan astral, qui est lié à la mémoire de l'âme, ne permet pas une étude objective des archives. Seul le corps éthérique, une fois que l'individu est en contact avec sa source, le plan mental, peut étudier les archives de manière objective. Cependant, l'auteur souligne que l'accès au corps éthérique nécessite une évolution de conscience et une connexion avec les circuits universels. Une fois cette connexion établie, l'individu pourra connaître ses vies antérieures, mais cela n'aura plus d'importance pour lui car il n'aura plus de curiosité. L'auteur donne également des explications sur le cordon d'argent, en lien avec les souvenirs et les expériences vécues pendant les déplacements astraux. Il conclut en soulignant l'importance de remettre en question ce qui a été fait dans le passé et de faire les connexions entre ce que l'on apprend et ce que l'on a mal compris. Dans ce texte, l'auteur explique la différence entre la conscience astrale et la conscience morontielle. Selon lui, dans la conscience astrale, l'être est limité par sa mémoire et son cordon ombilical, tandis que dans la conscience morontielle, il est libre et en contrôle de ses déplacements. L'auteur mentionne également que dans la conscience morontielle, l'individu peut communiquer avec d'autres entités et explorer différents espaces-temps sans restriction. Il souligne également que la conscience morontielle est plus stable et créative que la conscience astrale. L'homme devrait arrêter de faire des thérapies et commencer à construire une base fondamentale pour se connecter à sa conscience supérieure. La clé de cela est de réaliser que sa pensée est toujours manipulée. La pensée humaine est constamment en dédoublement, ce qui crée l'ego. Si l'homme était dans une pensée universelle, il aurait une communication télépathique avec le plan mental et réaliserait que la pensée est une souffrance. Les psychologues et ceux qui étudient la conscience mentale devraient comprendre que la pensée est un dédoublement de l'être sans fondation fixe. Si l'homme avait une fondation fixe dans sa conscience, il serait en fusion et aurait une communication directe avec le plan mental. Il n'aurait plus besoin de thérapie ni de réflexion pour évoluer.
Les preuves matérielles sont une tentative de satisfaire la soif de vérité de l'homme, mais la recherche de la vérité est grave car elle renforce l'ego. Un jour, l'homme réaliserait que la vérité n'existe pas, mais que le réel, tout ce qui est en dehors du mensonge, est ce qui compte vraiment. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet du mensonge et de la vérité. Selon lui, le mensonge et la vérité sont intrinsèquement liés et font partie de l'évolution de notre société. Il explique que les êtres humains sont des penseurs, ce qui crée des angoisses et des tensions. Il affirme également que la pensée est dédoublée, ce qui rend difficile le contact avec notre source, notre conscience. Il soutient que le réel est le résultat de la rupture des formes et donne l'exemple du concept du sugmate dans la philosophie Ekankar. Il explique que considérer le sugmate comme une forme permet de ne pas être manipulé par le mensonge cosmique. Il critique ensuite la quête de vérité dans les systèmes de pensée, affirmant qu'il est nécessaire de réaliser que ces concepts sont des constructions de l'esprit et doivent être remis en question. Dans cette conversation, BDM parle de la dissolution de l'ego de l'homme. Il explique que cette dissolution n'est pas psychologique mais vibratoire. Il mentionne qu'il y a un dédoublement de pensée chez l'être humain, ce qui le pousse à changer de croyance et d'idéologie. BDM affirme que ce dédoublement est basé sur la peur de la mort, car l'homme veut éviter de retourner à cet état de non-existence. Il explique que lorsque l'on meurt, on quitte le corps physique et on se dirige vers la mort, mais il faudrait plutôt aller consciemment dans l'astral et ensuite dans l'éthérique. BDM fait également référence à une personne âgée qui souhaite partir mais qui est maintenue en vie à l'hôpital, soulignant ainsi l'importance de la gestion de la mort. Il conclut en disant qu'il faut arrêter un jour ce cycle de la mort et passer à une conscience moroncielle. L'humoriste Bernard de Montréal raconte une anecdote sur le fait d'aller voir une voyante. Il raconte comment il s'est rendu à Saint-Sauveur avec sa femme et a décidé d'aller voir une voyante. Il s'est assis devant elle en portant de grosses lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu. Il espérait qu'elle lui dise quelque chose qu'il ne savait pas, mais finalement elle ne lui a rien dit d'inattendu. Il raconte ensuite comment sa femme était impatiente de connaître les prédictions de la voyante, mais il prétend avoir perdu la mémoire et ne se souvenir de rien, ce qui l'a fait rire. Il regrette d'avoir dépensé 20 € pour cette expérience décevante. Bernard de Montréal discute également avec une autre personne sur le sens de la vie et la réalité. Il affirme que la vie n'est pas belle et évoque des expériences qui lui ont montré la dureté de la vie. Il se moque d'un ami qui lui dit toujours que la vie est belle et affirme qu'une telle affirmation est incompréhensible pour lui. Il conclut en disant que si la vie était belle, elle serait intelligente. En résumé, Bernard de Montréal raconte une anecdote amusante sur sa visite chez une voyante et exprime son point de vue sur la vie et le sens de celle-ci. Dans cette conversation entre DM, Daryl Marois, et Boulevard M. Bernard de Montréal, ils discutent de la vie et de la notion d'intelligence et de beauté. BDM affirme que la vie sur Terre n'est pas intelligente ni belle, mais plutôt intéressante. Il soutient que les gens sont fascinés par une vie intéressante, mais que dire qu'elle est belle est une illusion. BDM explique que devenir conscient n'est pas quelque chose que l'on choisit, mais plutôt une conséquence de notre évolution. Il affirme que sur une planète qui n'est pas intelligente, être conscient limite notre mobilité matérielle, même si cela nous donne une grande mobilité psychique. Au fur et à mesure que nous évoluons vers une plus grande conscience, notre vie peut devenir plus restreinte mais plus intéressante d'un point de vue mental. BDM note également que les individus qui mènent une vie intéressante matériellement peuvent être déçus lorsqu'ils atteignent un niveau de conscience plus élevé. Il explique que cela se fait progressivement, malgré eux. En fin de compte, la conversation soulève des questions sur la puissance de la conscience et pourquoi certaines personnes peuvent être attirées par une vie intéressante matérielle plutôt que mentale. La vie mentale n'est pas automatique, mais elle se développe progressivement lorsque l'individu entre en contact avec des niveaux d'information et qu'il évolue dans sa conscience. Une fois qu'il atteint un certain niveau de conscience, il ne peut plus reculer et il est équipé psychiquement pour faire face aux nouveaux défis. Cela permet de vivre de manière consciente et de comprendre comment fonctionne la vie. En revanche, lorsque l'on est inconscient, on ne sait pas où la vie nous mène et on n'a pas de repères. La vie n'est pas intelligente car l'homme a beaucoup de karma à régler. Cependant, lorsque l'on apprend à jouer directement avec l'ajusteur de pensée, on modifie son comportement et on entre dans une conscience créative universelle. À ce moment-là, on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, telle que les guerres, la pollution ou les changements rapides de conscience, et on n'en est pas affecté car on est libre.
Cependant, si l'on bascule dans une réalité basée sur des perceptions astralisées, on finit par rencontrer des obstacles qui changent notre vie. Pour contrer ces forces astrales et rester dans notre lumière, il faut avoir une conscience mentale et transmuter notre être. Cela nécessite un travail psychologique et représente le prix à payer pour accéder à la liberté. En conclusion, le prix à payer pour atteindre cette liberté est psychologique et représente la réflexion d'un passé ancien. Il ne faut pas se leurrer en pensant que notre vie serait meilleure si nous n'étions pas conscients, car la clarté et l'autonomie que nous acquérons en étant conscients valent la peine. Dans cette conversation, l'interlocuteur explique comment la vie fonctionne en mettant les individus en vibration. Il compare cette vibration à une journée où tout va mal, où l'anxiété et les problèmes surgissent. Cependant, il souligne que ces moments de crise sont en réalité des opportunités pour trouver une solution et rebondir. Il fait le parallèle avec le marché boursier, où les actions sont achetées lorsque leur valeur chute. Il affirme que les gens ont souvent peur de l'incertitude et de l'inconnu, mais que cela fait partie intégrante de la vie. Il explique que la virée en vibration est fondamentalement astrale et que c'est ainsi que les forces astrales influencent notre existence. Il conclut en disant que comprendre ce processus est essentiel pour vivre pleinement et ne plus avoir besoin de thérapie, car cela révèle la réalité cachée qui est la clé pour trouver une issue dans chaque situation. Il souligne que la plupart des gens cherchent à l'extérieur des impressions pour se sentir vivants, ignorant ainsi la réalité qui est présente dans leur quotidien. Dans cette conversation, BDM discute du quotidien humain et de la recherche constante de sensations fortes. Il soutient que l'homme a besoin de se sentir vivant car il ne vit pas suffisamment dans son esprit, mais plutôt dans sa conscience astrale. Selon lui, vivre dans sa conscience mentale impliquerait de communiquer avec sa source, son ajusteur de pensée, avant de prendre des décisions sur ses activités de fin de semaine. Il affirme que même travailler est une expérience astrale, mais que l'homme se développe malgré lui, en étant dominé dans son développement plutôt qu'en dominant lui-même son développement. Pour dominer son développement, l'homme doit avoir un contact avec les autres. Sinon, il se sent obligé de suivre les activités et les normes sociales, même s'il ne les apprécie pas vraiment. BDM souligne que lorsque l'homme atteindra un niveau de conscience plus élevé, il ne pourra plus se satisfaire de ses plaisirs superficiels et dépourvus de sens. Il considère que la vie n'est pas belle ou intelligente, mais plutôt intéressante car elle incite à la recherche de sensations fortes.